Bonjour à tous et bienvenue à ce Wake Up Product IoT. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Benjamin et Aïcha pour nous faire leur retour d'expérience. Alors, du coup, je me présente, Béatrice Bira, je fais partie du collectif produit de chez OnePoint qui organise ces Wake Up Product. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, ce sont des webinaires qu'on organise 1 à 2 fois par mois pour aborder diverses thématiques autour du product management. Quelques petites, formalités avant de commencer. Du coup, nous invitons à couper effectivement les caméras et les micros afin de garantir la qualité de l'échange. En revanche, sentez-vous libre de poser toutes vos questions dans le chat tout au long de l'échange. Nous prendrons le temps d'y répondre au fur et à mesure ou bien à la fin. Petite coup de publicité pour nos prochains événements avant d'entrer dans le vif du sujet. Tout d'abord, notre prochain Wake Up Product aura lieu le 4 avril et ce sera sur la thématique Product Cloud, pour décoller le rôle du PO à l'ère du cloud. Donc, venez nombreux. Les inscriptions ouvriront sur notre site internet à partir de demain. Et le 25 avril prochain, nous avons du coup dans nos locaux basés à Paris, le Product Incorp Summit 2024, le premier événement produit à destination du coup des grandes organisations publiques et privées, durant lequel vous aurez l'occasion d'avoir des retours d'expérience et participer à des talks et des ateliers pratiques. Du coup, pour les 2, les inscriptions se font via notre site internet. Je vais vous remettre, les liens d'inscription dans le chat et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez me contacter sur LinkedIn. Hop, place du coup au sujet du jour, Product IoT. Donc, aujourd'hui, nous allons vous expliquer, qu'est-ce que l'IoT, partager un peu ses spécificités, ses usages, voir comment on peut appliquer le product management, à l'IoT, et partager un petit peu, des conseils et leçons apprises du coup de Aïcha et Benjamin qui ont le plaisir de nous faire ce retour d'expérience. Donc Oui, pour bonjour à tous. Effectivement, je suis Benjamin Chéron, donc je suis Product Owner Data. J'ai pu effectuer quelques missions dans l'IoT, dont nous aurons l'occasion de parler pendant cette matinée. Donc pour commencer, on vous propose une question pour faire connaissance. Qu'est-ce que l'IoT? Merci de répondre dans le chat, s'il vous plaît. Ça va de A, je ne sais pas ce qu'est l'IoT, jusqu'à D, j'en mange au petit déjeuner. A, B, C, D. il y en a qui mangent au petit déjeuner. Ouais, 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 il y en a qui osent, Il y a beaucoup de B. ouais, beaucoup de connaissances du terme. Très bien. Moi, je pense on a un public adapté du coup pour, le message qu'on va vous proposer. Alors, pour répondre à cette question, je vais vous donner la définition qui a été construite par le collectif IoT de OnePoint. Donc, l'IoT permet de connecter les objets de notre quotidien à Internet pour les rendre plus utiles et plus intelligents. Voilà la définition à partir de laquelle on vous propose de partir. Et du coup, par rapport à vos retours d'expérience, enfin, tous les 2, est-ce que vous aurez des exemples concrets finalement de l'application de l'IoT à nous donner? Oui, il y en a pas mal. Bonjour, moi c'est Aïcha, product manager, cloud et IoT chez OnePoint depuis 3 ans et depuis, 4-5 ans maintenant, je j'ai des exemples à vous donner, notamment dans la beauty tech où on a souvent des machines, que l'on va placer dans des points de vente qui vont servir à soit à remplir, des flacons de parfum ou de la crème ou faire des diagnostics de peau, des diagnostics de cuir chevelu, toujours tout ça en point de vente, mais aussi chez le consommateur et la consommatrice. On a le cas aussi de la mobilité urbaine, que ce soit avec des véhicules, donc des voitures, soit avec, des vélos par exemple, qui nous permettent de savoir, où ils sont, de réduire les coûts de maintenance et de les mettre à jour à distance dans tous ces cas de figure. Et je sais qu'il y a aussi des cas très B2B que Benjamin, lui, a eu. Si tu peux nous en parler, pour compléter mon expérience B2C sur Ouais, les objets connectés. je vais compléter d'un exemple B2B. Donc moi, j'ai pu travailler dans une entreprise de location de machines de chantier. Et donc leur enjeu du moment, c'était de développer, d'intégrer la technologie IoT dans leur plateforme de service. Et donc, on parle ici de gestion de parc de machines de chantier, connectées. Donc ce qu'on a fait, c'est sur une plateforme dédiée, on peut suivre la géolocalisation des machines, suivre leurs performances, piloter leurs performances, monitorer l'empreinte carbone occasionnée par l'utilisation des machines. Et puis donc on peut optimiser leur utilisation et la location qu'on en fait, hein, notamment quand on est client final du locataire, de la location. Et puis en interne plutôt pour
pour l'acteur de la location, enrichir toutes ces informations et son modèle et ses procédures de maintenance. OK, donc il y a vraiment pas mal, de cas d'application, et d'usage. Comment on fait un peu pour s'y retrouver dans tout ça? Est-ce qu'il y a des je sais pas, des catégories ou des typologies, de regroupement d'IoT? Oui, oui, alors effectivement, l'éventail est super large, hein, mais on peut lister 3 types d'usages de l'IoT. Donc, en s'inspirant un petit peu de la pyramide des besoins de Maslow que vous retrouverez peut-être dans ces 3 catégories qu'on vous propose. Donc tout d'abord, les usages primaires, des usages un peu de survie, donc la santé et la sécurité. Des usages secondaires, des usages plus de performance avec, la localisation, la mobilité, le sport et des usages tertiaires, donc on est en haut de la pyramide, on dépasse l'utilité, on passe dans les loisirs et les conforts. Alors, au sein de l'entreprise, on identifie également 3 champs d'application de l'IoT. Premièrement, la surveillance et la gestion des actifs, comme je vous le disais dans mon exemple, d'expérience. Deuxièmement, l'optimisation des opérations, donc utiliser les données qu'on a pour optimiser. Et troisièmement, dans le rayonnement, amélioration de l'expérience client, donc en relation externe de l'entreprise. OK, et du coup, en termes de, au-delà des usages, quelles sont les spécificités finalement du produit de l'IoT ou même pour le product owner en tant que tel qui va travailler sur ces produits? Alors, ce qu'il y a de spécifique, c'est ce qui se passe, avant et après que le produit soit entre les mains de l'utilisateur. Parce que le produit est physique, il y aura une considération à prendre sur ce genre de projet, de qu'est-ce que l'on fait de la valeur du produit dès qu'il sort de l'usine. Jusqu'à ce qu'il arrive dans les mains de la personne et qu'est-ce que l'on fait lorsqu'il commence à réellement se détériorer et qu'il doit être détruit ou recyclé? Donc ça, ce sont 2 choses qui se passent avant et après. Au milieu, on a entre les mains de l'utilisateur, donc on y apporte la valeur d'un product, on va dire plus généraliste avec des expériences numériques et des interfaces et toute une expérience auquel on a pensé. Mais ce avant et après est à prendre en compte. Donc quand il faut aussi prendre en compte ça, le fait que cet objet, vu qu'il est physique, il va se déplacer dans l'espace et donc s'il se place dans l'espace, il faut penser à l'accès au réseau de cet objet. Donc typiquement dans la mobilité urbaine, on se pose la question de quand si un vélo se déplace en dehors, de la zone dans laquelle on avait prévu d'une connectivité, imaginons il sort de l'Europe, bah, qu'est-ce qui se passe pour l'utilisateur qui a lui toujours son smartphone, mais qui a décidé de faire le tour du monde, à vélo, hein? Je sais on c'est quelque chose à laquelle il faut penser. Il faut aussi penser aux réglementations légales de la douane de ces objets. Si vos objets sont envoyés au Brésil, par exemple, et que vous avez prévu un lancement à date X, mais que vu que c'est un objet physique et ben, il faut penser au délai d'envoi et au délai de rétention à la douane parce que parfois, on ne pense pas que ça peut être arrêté pour X ou Y raison, que ce soit parce qu'il y a une batterie dedans ou parce qu'il y a des produits, microbiologiques à l'intérieur si c'est dans la beauté. Donc tout ça, c'est des nouvelles, choses qu'il faut prendre en compte. Évidemment, on n'est pas seul en mission, on est avec des experts qui connaissent bien le domaine, mais les avoir en tête, c'est bien. Et enfin, il faut aussi penser que l'objet, il peut aussi être volé et être utilisé par des personnes malveillantes. On va en parler un peu après, mais c'est des choses auxquelles il faut penser. Vous avez autant de failles potentielles de sécurité que d'objets, sur le terrain. Donc, par rapport à, une expérience plus, classique, pure player d'un produit, et ben, l'objet physique apporte d'autres dimensions auxquelles il faut penser et auquel, vous pouvez apporter aussi de la valeur en tant que PO ou PM à l'utilisateur final ou à l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Voilà, si vous avez des questions, je rentrerai dans le détail, mais C'est un peu voilà. 2 produits en un finalement. Voilà, il y a un peu, il faut aussi penser, il faut un peu penser double, cycle de vie, le cycle de l'expérience numérique et le cycle de l'expérience, physique et les superposer pour s'assurer que tout s'aligne bien, pour ce que vous Par avez rapport dans votre vision. à par rapport à ça, peut-être rajouter 2 spécificités et une qui est très proche de ce que tu disais, Aïcha, hein. Tout Mmh. d'abord, la présence de capteurs, donc si tu peux passer à l'image, suivante. La présence de capteurs, donc ces capteurs qui sont eux-mêmes la véritable frontière, enfin la matérialisation de la frontière entre physique et numérique, c'est eux, les Mmh. capteurs qui sont au milieu, avec la captation physique d'un côté et l'hébergement numérique de l'autre. Ils font vraiment le lien, c'est eux le lien. Donc voilà, ça c'est une spécificité du produit, IoT vraiment. Donc voilà, donc là c'est un exemple, hein, c'est pour vous montrer qu'il y en a plein, dans une voiture, il y en a de nombreux. Et puis aussi parler, peut-être de la donnée.
la donnée qui est collectée, donc la donnée depuis sa collecte et de tout le long de son cycle de vie, qui est cadré donc dans un cadre réglementaire qui est en cours de définition, hein, qui est toujours mouvant. Donc on parle ici de conformité réglementaire, de données sensibles et de qualité de données. La qualité de données qui est clé, c'est un aspect primordial qu'il faut garantir pour, défendre et promouvoir la notoriété de la plateforme IoT. Puisque la plateforme IoT, son utilité finale, en tout cas dans la partie numérique, qui est concernée, c'est la livraison de données, la consultation de données, l'action sur les données et donc il est très important que ces données inspirent confiance. Merci beaucoup du coup pour, effectivement le complément qui est vraiment un exemple concret. Du coup, finalement, une fois qu'on s'est dit un petit peu tout ça, comment fait-on pour appliquer le product management en tant que tel, à l'IoT? Heu, Comment fait le PO, pour travailler avec ces 2 produits? Oui, tout à fait, mais effectivement, on marche vraiment sur 2 pieds là, donc on a mais au vu des contraintes physiques des objets connectés, d'abord de prime abord, il pourrait sembler un peu difficile, d'appliquer une démarche product dans un contexte IoT, parce qu'on a affaire à un produit vraiment physique, un produit physique, alors que la démarche produit, en général, elle couvre, habituellement plutôt des aspects numériques. On a un produit qui est soumis à des contraintes réglementaires fortes. On a un produit qui émet des données très sensibles. Donc voilà, de tout ça, tout ça, des contraintes et des spécificités qui font que ça paraît pas très évident d'appliquer une démarche product dans ce contexte. Mais à bien y réfléchir, certains aspects de l'IoT semblent compatibles, voire même adaptés. Donc les produits sont peu coûteux. Alors, Aïcha pourra dire le contraire, mais en général, dans certains cas, les produits IoT sont des produits relativement légers et peu coûteux. Ils sont relativement malléables, et ils sont par nature, alors ça c'est de leur nature, hein, ils sont par nature intégrés dans un environnement numérique. Donc ce qui fait qu'effectivement, ils sont aussi les premiers concernés par une démarche product, vu qu'ils sont en première ligne. Voilà, donc juste quelques points d'attention, hein, effectivement pour, penser product dans l'IoT. Quelques conseils, donc bien prendre en compte les spécificités physiques, réglementaires et data du produit et à partir du moment où on adapte bien, on prend bien en compte ces spécificités en supplément, en complément d'une démarche product un petit peu, standard, on va dire, bah, la démarche devrait s'appliquer correctement. En effet, pour compléter, sur cet aspect-là, c'est vrai qu'en product management, on a une méthodologie, on a une manière de faire très itérative. Donc on va faire un petit bout, on va tester, puis, sur ce qu'on va apprendre, on va progresser et faire évoluer le produit jusqu'à qu'il colle parfaitement, à la rép à répondre aux problèmes. Sauf que quand on a un objet physique, alors ça dépend, quel type d'environnement physique, IoT vous êtes, mais, ce premier prototype, prototype que vous pouvez présenter en tout cas à des utilisateurs ou à des gens qui sont, friendly, pour tester, peut coûter très cher, parfois, plusieurs dizaines de milliers d'euros juste pour en avoir un seul ou, dans d'autres cas, presque des centaines de milliers d'euros. Donc, la démarche itérative n'est pas forcément, ultra, facile à mettre en œuvre. Il faut soit faire, compenser en faisant beaucoup plus de recherche utilisateur, de recherche sur le marché ou alors avoir des convictions et des hypothèses très fortes et partir, dans une direction, quitte à modifier, après. Mais voilà, on peut quand même faire de l'itération, mais ça dépend dans quelle mesure on peut en faire et à quel point on est à l'aise aussi de présenter un produit, MVP, à un public qui le futur public ou juste, un pool de personnes plus restreint, pour pouvoir apprendre. OK, Voilà. puis finalement, vous avez des exemples un peu concrets finalement de ce que c'est possible Ouais, c'est d'appliquer ça. finalement le product management à l'IoT et du coup, pour aller dans ce sens, quels conseils vous donneriez à un product owner qui travaille déjà dans ce domaine ou qui souhaite travailler dans le domaine de l'IoT? Alors, 1er conseil, enfin déjà une première chose à dire, c'est que tout PO ou PM peut travailler dans le domaine de l'IoT. Il y a pas de barrière à l'entrée, à part être curieux de vouloir travailler sur ces produits-là. Moi, j'ai jamais, avant de faire de l'IoT, je connaissais pas l'IoT. Je suis arrivée sur une première mission, dans l'automobile là-dessus et j'ai appris ce que c'était. Mais, un des premiers conseils que je donnerais, c'est que si vous arrivez sur vous êtes, owner d'un produit qui est physique, il est absolument primordial de comprendre comment ce produit physique fonctionne. Si c'est, une douchette, pour, douche de salle de bain et ben, utilisez la douchette. Essayez de comprendre pourquoi elle a cette forme. Si c'est un vélo, bah, mettez-vous au vélo si c'est la première fois.
Bon après si c'est, une expérience dans une usine, je vous dis pas d'aller dormir dans l'usine, mais de comprendre comment travaillent les personnes dans ces usines-là et pourquoi, les objets sont de cette manière et fonctionnent de cette façon. Ça va vraiment vous aider à délivrer la meilleure valeur, d'avoir la curiosité technologique de pourquoi on fait un produit physique, et après de là, votre intellect suffira, pour avancer. Donc au-delà, ouais, du produit digital qu'il faut connaître son produit physique et surtout les interactions finalement entre les 2. Voilà, il faut pas s'arrêter juste à l'expérience numérique qu'on peut livrer. Faut comprendre, ça fait partie en fait de la valeur de l'expérience, donc il faut pas le mettre de côté. C'est pas un à côté, c'est vraiment, c'est le cœur même. Merci Et beaucoup et je et crois Benjamin, tu voulais compléter un ouais, pour compléter un petit peu, effectivement, donc on parlait de l'objet physique et de le connaître dans toutes ses limites, dans toutes ses définitions, ses usages et cetera. Peut-être un petit aspect à mettre en avant aussi, c'est avoir une petite connaissance des réseaux de communication peut vous aider. Donc on a parlé de l'objet, on a parlé des clouds, mais on n'a pas parlé de ce qui était entre. Ça peut être intéressant aussi d'avoir un petit vernis dessus. Et puis surtout, si je devais ne retenir qu'une compétence à acquérir, moi je vous en ai déjà parlé et je vous en reparlerai, c'est, travailler votre qualité de données. C'est vraiment là-dessus que repose la notoriété du service IoT. Donc soyez très précautionneux quant à la qualité des données que vous remontez de votre terrain et comment vous la rendez disponible dans votre plateforme. Moi, je rajouterais, donc je vous ai parlé de la cybersécurité, mais il y a 2 choses auxquelles il faut penser aussi, c'est, la certification de vos produits. Par exemple, en Europe, on a une certification CE qui est d'expérience, on met toujours un peu de côté, on se dit: «On va le faire, plutôt vers la fin quand le produit, c'est un peu plus fini». Mais ça prend, presque 1 an à faire certifier, donc parfois ça peut décaler votre date de lancement d'une année et cette certification est assez rigoureuse, elle demande à savoir tout sur votre produit et comment il va fonctionner, surtout quand il a des éléments soit microbiologiques, soit, on va dire, à potentiel explosif comme une batterie. Tout simplement, et le côté légal, sur, la donnée, personnelle et la data, pareil, si vous prévoyez de diffuser sur le monde entier et bien, si vous êtes vraiment, plus axé sur le cloud et ben, faut peut-être penser à avoir une plateforme cloud qui sera sur la plateforme, sur le continent européen, sur le continent américain, sur le continent chinois et du coup, ça potentiellement, ça triple les coûts, pour délivrer peut-être qu'un prototype, donc il y a d'autres enjeux, qu'il faut prendre en compte et évidemment et le dernier truc, c'est, encore une fois, votre produit va se détériorer, il va avoir besoin de maintenance, il va avoir besoin d'être, recyclé et il va aussi avoir besoin d'être stocké, surtout si vous êtes dans le B2B2C. Une fois qu'une machine ne marche plus dans un point de vente, il va falloir le ramener, le stocker. Le stockage aussi coûte de l'argent et ça peut aussi, être une ligne de coût dans le budget global de votre expérience product. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent, mais en même temps, la valeur, en face, elle est aussi très forte. merci beaucoup, ça fait plusieurs, points d'attention, mais ce qui est bien, c'est que cette slide permet de un peu tout résumer. Merci Ouais. beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter un dernier mot avant de passer sur la partie questions-réponses? Bah, moi, j'ai une petite anecdote sur un exemple où on n'a pas pensé à tout. Alors très rapidement, on avait, réalisé un proto qu'on voulait mettre dans les centres commerciaux pour permettre, où un animateur sur le centre dans la boutique allait démontrer le produit pour, encourager les personnes à l'acheter et expliquer comment ça marche. Parce que le produit était un peu complexe et un peu innovant et donc le produit final avait été prévu, de fonctionner avec une application mobile et du Wi-Fi et un peu de Bluetooth et sauf que quand on a commencé à lancer sauf que le proto coûtait cher, donc on n'a pas pu énormément tester dans des vrais centres commerciaux. Quand on a lancé le pré-lancement, les animateurs dans les centres commerciaux pouvaient pas faire de démo parce que dans les centres commerciaux, il y a pas de Wi-Fi. C'est souvent en souterrain, c'est souvent dans des -1 ou dans des endroits où il y a une petite box peut-être, soit dans le salon de coiffure, soit dans le magasin de beauté
Et bah, du coup, on pouvait pas faire la démo, donc on s'est dit: «Bah, peut-être que le proto, on aurait dû y mettre une puce 4G parce qu'au moins la 4G, ça passe». Mais du coup, ce proto aurait coûté un peu plus cher, mais il aurait été différent de la démo. Et donc c'est des choses auxquelles on pense pas et on se retrouve comme ça un peu, à acheter une box Orange à la volée et la brancher pour que ça marche lors du pré-lancement. Mais bon, On c'est apprend sur le terrain. exactement, littéralement. Merci beaucoup pour cette anecdote. Du coup, je propose de passer aux questions-réponses. Hem, alors j'en ai pas vu passer dans le chat. Moi non plus. Si vous avez des questions par rapport à ce qui a été partagé ou d'autres choses, c'est le moment. Sinon, en attendant, moi, j'avais une question, par rapport au MVP. Tout à l'heure, tu en as parlé brièvement, Aïcha. Finalement, comment on fait pour faire un MVP ou quelles sont les bonnes pratiques pour définir un MVP, vu qu'il y a à la fois cet objet, comme tu disais, physique et digital? Je dirais que les bonnes pratiques, c'est d'essayer de réduire, bon, c'est classique, mais simplifier au maximum, les fonctions de l'objet, pour essayer de le faire, un peu en mode garage. Et donc là, en effet, tu peux compenser, les coûts exorbitants. Donc tu peux, faire la demande pour avoir un peu d'argent pour acheter deux trois éléments et faire toi-même avec l'équipe, si vous avez quelqu'un qui est spécialisé dans le hardware, un 1 proto et tester à partir de ça. C'est comme ça que nous, on a le mieux avancé en reprenant des vieux objets, qui étaient utilisés pour, d'autres protos, en les désossant et en les réossant pour en faire notre produit. Hem, ouais, c'est comme OK. ça que je répondrai à la question. OK, merci beaucoup. Je vois une question de Johan, du coup, dans le chat. Avez-vous une vision des nouvelles tendances de l'IoT et l'impact sur le product management dans le futur? Moi, j'ai un bon de Question j'ai pas pas facile. ouais, c'est pas facile, hein, parce que si je me trompe, après, vous allez revenir me voir, bah, je pense qu'il y a un gros sujet sur, évidemment avec l'IA et le machine learning. Aujourd'hui, on a beaucoup d'objets qui sont intelligents au bout du réseau, donc à l'edge. Et Mmh, avec mmh. on pourrait, envisager, dans demain que ces objets à l'edge soient intelligents et s'adaptent réellement à l'environnement dans lequel ils sont. Parce qu'ils seront très local et donc ça pourrait être top. Il y a aussi un sujet sur, le réseau 5G qui va pouvoir bien stimuler la croissance de l'IoT. Bon, je suis pas une experte, mais il y a quelqu'un dans le chat que j'ai vu qui est un expert des réseaux, Mister Mercuzzo. Mais voilà, on est au courant qu'il y a le déploiement de la 5G depuis un moment en France et c'est pas pour rien, c'est pour des raisons, industrielles et de bande passante tout simplement, parce que tout le monde a au moins un ou 2 smartphones. Et le dernier sujet que je vois, mais que je maîtrise pas trop vraiment, c'est, l'IoT et la blockchain. Donc, je vous ai parlé beaucoup de la cybersécurité tout à l'heure et du fait que c'est vraiment la manne pour le rétro-engineering ou l'intrusion, pardon, de personnes malveillantes dans le réseau de l'entreprise via ces objets-là. Et avec la blockchain, on serait capable de renforcer cette sécurité-là et de surveiller, les capacités de transmission, de mieux les sécuriser, en tout cas de décentraliser par rapport au cloud, le traitement de l'information et l'intelligence, du réseau, à l'edge. Voilà. Après, les tendances peuvent être aussi dépendantes des secteurs. On peut avoir des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres. On pense notamment à la santé, qui est un secteur qui est très innovant sur l'IoT. L'industrie aussi est un secteur qui est très porteur. Voilà, 2 exemples, il y en a peut-être d'autres, hein, mais ça peut aussi dépendre du contexte, du secteur, concerné. Oui, j'allais dire aussi la smart city je pense que ça va déployer pour le grand public, encore plus les IoT au sens large. Merci pour ta Il est question, parti. Johan. Le smart Al farming aussi, oui, là, c'est sûr que alors une question de Vincent Martinez, ce serait quoi un exemple d'objet intelligent grâce à l'IA? là, tu me poses des questions là, Vincent, bah, on peut imaginer ce qu'on veut, hein, j'imagine. J'essaie de voir avec les exemples qu'on a, je sais que Tesla, leur véhicule, hem
Leurs véhicules, eux, ils les gèrent de manière assez centralisée. En tout cas, j'avais de mémoire un ami qui en avait une, à l'époque et il y avait ce souci, toutes les Tesla étaient, trop basses, donc dès qu'elles passaient sur un dodan, ça cognait là sur, le dodan et au bout d'un certain nombre de remontées de problèmes, au centre et bien, ils ont rehaussé les Tesla de plusieurs centimètres et ils ont fait tout ça à distance. Peut-être que demain avec l'IA, ce genre de problème sera géré, vraiment qu'au niveau du véhicule et le véhicule sera lui en mesure de prendre ses décisions ou de proposer en tout cas au conducteur d'améliorer sa vie en rehaussant les trucs, enfin voilà, par rapport au comportement d'utilisateur d'ajuster. Mais j'ai pas d'autres exemples, Après, c'est vrai qu'un objet devient véritablement intelligent à partir du moment où il peut rétroagir ou il peut agir lui-même et il n'est pas juste au récepteur. Donc il y a des petits exemples, hein, je pense notamment au module de mesure de taux d'insuline pour le diabète. C'est des petits exemples qui marchent. Il y a aussi des poignées connectées qui ferment la porte intelligemment et qui détectent l'empreinte de la personne qui est autorisée, habilitée à ouvrir la porte. Bon, c'est des petits exemples, hein, voilà, mais un objet pour moi devient intelligent à partir du moment où il est capable lui-même d'agir et d'influer sur son environnement. mmh et dernier exemple dans l'industrie, vraiment, faciliter la maintenance prédictive, toutes ces technologies, toutes ces machines. Aujourd'hui, il y a déjà du machine learning qui le fait sur une base de données, historique, mais peut-être que demain avec, l'IA, on pourra l'entraîner sur des trucs assez, similaires et elle sera dès le début capable de faire, de la prédiction, sans, avoir d'historique, spécifique au cas d'usage, quoi. Mais je pense que les portes sont grandes ouvertes, on peut faire plein de choses. Le frigo Merci qui lance beaucoup la pour liste des ces courses. exemples. Ouais. Alors donc on a aussi une question de Lucas, sur comment conserver le côté itératif et incrémental une fois le produit IoT en run? Ouais, Alors c'est moi vrai qu'on j'ai a un vas-y. enjeu difficile effectivement, parce qu'on connaît entre nous les sujets de maintenance et de run de produits numériques. Donc ça, c'est des sujets éprouvés notamment entre nous là, entre PO. Après, il y a le sujet effectivement, le sujet de la maintenance des objets physiques, parce qu'on ne peut pas toujours les mettre à jour, over the air. Donc il y a je ne sais pas si tu l'as vécu Aïcha toi, cette maintenance des différentes versions d'objets qui sont dans la nature? Oui, bah, en fait, c'est ce qui a justifié qu'on mette en place une plateforme cloud, c'était réduire les coûts de maintenance. Parce qu'en fait, quand une machine tombait en panne dans un des centres commerciaux et bien, ils envoyaient la machine était en panne, donc déjà, elle prend de la place dans la boutique. Les gens qui venaient pour l'utiliser, bah, ils pouvaient pas s'en servir, donc perte de chiffre d'affaires immédiat et du coup, le centre appelait le technicien. Le temps que le technicien arrive, tu perdais une demi-journée, puis le temps qu'il se rende compte du problème, il retournait, enfin, c'était l'enfer. Et le fait de savoir, au moins pourquoi elle était tombée en panne, nous permettait de l'améliorer et de savoir comment on allait gérer la prochaine version de cette machine. Mmh. Donc l'itération se fait plutôt par, enfin, quand on est vraiment sur le physique, sur la prochaine version de la machine qui sortira en usine. Mais sinon, l'idée c'est de les concevoir avec la mise à jour over the air, donc à distance. Sinon c'est très compliqué, il va falloir à chaque fois envoyer un technicien qui branche une clé USB et le fasse manuellement et ça c'est très peu entendable parce que du coup ça mobilise, la ressource pendant un bout de temps et tu peux pas trop, te le permettre quand tu es directement dans du B2B2C. Et Après donc une c'est bonne compliqué pratique pour à te mon répondre. avis, une bonne pratique, cybersécurité mise à part justement parce que j'ai vu un des messages le concernant, mais cybersécurité mise à part, une des bonnes pratiques, c'est d'essayer de favoriser au maximum l'over the air pour ne pas avoir à, gérer, physiquement, la maintenance physique d'un objet et qu'on puisse le manipuler, à distance. Tout cela étant quand même, point d'attention, c'est quand même aussi des ouvertures de failles de sécurité potentielles, donc attention. OK. Bah, merci beaucoup pour vos retours. On arrive à la fin de la session. Merci pour vos questions-réponses. Merci à Benjamin et Acha pour vos retours d'expérience et on vous donne rendez-vous du coup le 4 avril prochain pour notre prochain épisode sur le Product for Cloud. Merci à tous. Merci, Très bonne merci tout le journée. Merci. monde. Bonne journée.